Monsieur le maire, monsieur le conseiller régional, représentant le président de la région Hauts-de-France, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord commencer par remercier Patrick Vergrit de nous accueillir dans cette si sympathique ville de Dunkerque, ville qui a fait rêver beaucoup d'adolescents qui ont été passionnés par les aventures des corsaires, et notamment Jean Bart. Il n'y a pas que Surcouf dans les corsaires, il y a aussi Jean Bart qui, moi personnellement, m'a fait beaucoup rêver quand j'étais adolescent. Alors, ces 6e Assises nationales des énergies marines renouvelables, c'est l'occasion d'une part de faire le point sur le chemin parcouru et puis d'envisager l'avenir avec la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est encore en concertation actuellement. Je commencerai par quelques mots donc, sur l'éolien en mer posé, qui est donc la technologie qui est aujourd'hui mature, avec près de 18 gigawatts, 18 000 mégawatts donc raccordés au réseau en Europe, et qui est amené à prendre une place importante dans le mix électrique de nombreux pays. Je salue donc l'impulsion qui a été donnée par les pays européens et particulièrement les pays d'Europe du Nord. En France, les 6 premiers parcs qui sont issus des appels d'offres de 2011 et 2013 ne sont pas encore en fonctionnement. On reviendra sur le problème posé par la longueur de nos procédures et du traitement des recours, mais nous espérons donc que le projet de Saint-Nazaire sera très prochainement purgé définitivement de tout recours. Ces 6 premiers parcs ont permis de réellement ancrer, c'est le thème de nos assises, d'ancrer donc l'éolien en mer sur le territoire national et sur les territoires régionaux. D'abord, en permettant de structurer une véritable filière industrielle en France. Les 6 premiers parcs vont générer 15 000 emplois et ont déjà conduit, à travers les critères définis par les appels d'offres, à ce que les équipementiers de tout premier plan au niveau international décident de s'implanter dans notre pays. La signature récente du contrat de filière Nouveau système énergétique témoigne d'ailleurs de l'engagement des industriels, mais aussi de l'État, à poursuivre cet effort de structuration industrielle en réalisant notamment un suivi de l'évolution du contenu local de la filière, comme cela se fait aujourd'hui au Royaume-Uni. Ces 6 premiers parcs ont également permis d'ancrer la filière localement, comme en témoignent les investissements déjà réalisés par les différentes régions. Plus de 600 millions d'euros dans des investissements portuaires ont ainsi déjà été engagés ou sont à l'étude. La présentation qui sera faite tout à l'heure du dernier rapport de l'Observatoire des énergies marines renouvelables fait apparaître de manière très concrète cet ancrage dans les territoires. Ces 6 premiers parcs, même s'ils ne sont pas encore construits, ont permis d'engranger une expérience considérable pour l'ensemble des acteurs impliqués dans le développement de l'éolien en mer en France. Pour l'État, tout d'abord. Nous avons aujourd'hui, à travers la réforme conduite dans le cadre de la loi ESSOC, l'un des cadres réglementaires qui devrait être des plus adaptés pour le développement de l'éolien en mer. Les échanges avec les services de l'État ont abouti en s'inspirant des meilleurs expériences étrangères, tout en les adaptant à nos spécificités, devrait aboutir à un dispositif qui nous permet de gagner encore en efficacité et en compétitivité. Pour les porteurs de projets ensuite, je vais prendre l'exemple d'un parc qui est en partie situé sur cette région, l'exemple du parc de Dieppe-le Tréport, qui dispose aujourd'hui de l'ensemble de ses autorisations. Ce projet a fait la démonstration que les acteurs de la filière sont capables d'apporter des réponses très concrètes à des exigences nombreuses venant de la pêche, du parc national marin,
et par exemple par des mesures environnementales adaptées, de nature à démontrer qu'un parc éolien en mer peut tout à fait se développer dans une zone couverte par un parc naturel marin. La compatibilité des usages a été démontrée, comme ça a été le cas également donc en Occitanie avec les projets pilotes en éolien flottant. De la même manière, la compatibilité avec les autres activités économiques a également été démontrée, puisqu'il sera possible de pêcher dans les zones de développement des parcs éoliens en mer. Ici, en Hauts-de-France et en Normandie, la pêche sera ainsi possible dans la zone de Dieppe-le-Tréport, grâce au travail du porteur de projet sur la conception du parc. Il en est de même dans les autres parcs développés ailleurs en France. Ces exemples montrent que notre filière sait dialoguer avec les acteurs locaux, prendre en compte les attentes et apporter des solutions. Autre enseignement, c'est pour le gestionnaire de réseau. Le dialogue entre les professionnels, l'État et RTE a été très constructif ces dernières années et nous avons désormais, s'agissant du raccordement des parcs en mer, un cadre permettant de planifier bien en amont le développement des infrastructures de raccordement et ainsi d'optimiser les coûts de ces projets et un cadre sécurisant pour les producteurs lors de l'exploitation des parcs. Alors ces projets vont se réaliser, je l'espère très rapidement maintenant. Ils vont se réaliser à des niveaux de prix de l'ordre de 140 à 150 euros par mégawattheure, qui sont tout à fait en ligne avec les prix que l'on peut observer pour les parcs développés durant la même période dans les pays voisins. Les sites actuellement en construction au Royaume-Uni, qui ont été attribués au même moment que les 6 premiers projets français, produiront de l'électricité à des prix situés entre 150 et 180 euros du mégawattheure. Les difficultés initiales sur la procédure française, procédure d'autorisation, traitement des recours, ont conduit cependant à un temps de développement plus long de nos projets français. Soit dit en passant, cela engendre évidemment des surcoûts. En résumé, les 6 premiers parcs représentent donc une pièce maîtresse et fondatrice du développement de l'éolien en mer en France. Et grâce à eux, la filière peut désormais proposer, comme c'est le cas dans d'autres pays, des niveaux de prix très proches du prix de marché pour les futurs parcs éoliens, comme viendront sans doute le confirmer les résultats de l'appel d'offres de Dunkerque, si j'en crois les informations dévoilées par le président de la Commission de régulation de l'énergie. Compte tenu de tous ces investissements, récolter les fruits de ce travail est désormais possible. Il convient de ne pas s'arrêter au milieu du gué et de donner plus d'ambition à l'éolien en mer dans la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Il est évident que la filière éolienne en mer, et en premier lieu la technologie posée, jouera un rôle essentiel de plus en plus important dans le mix électrique de notre pays à l'horizon 2030 et au-delà. Cette forme d'énergie présente de multiples atouts. Elle est disponible en grande quantité au large de nos côtes, la France disposant du 2e gisement éolien européen. C'est une technologie qui peut produire autant d'électricité que les modes de production classiques, centrales thermiques à flamme ou nucléaires. Elle est en mesure de représenter une part importante du mix électrique de demain, largement supérieure à 10%, et de nature à répondre à l'enjeu d'un plus grand équilibre du mix électrique français. Je viens de le dire, c'est une énergie de moins en moins chère. L'appel d'offres de Dunkerque devrait apporter la preuve d'une électricité produite au même niveau que le prix de marché, ce qui signifie que le coût du soutien public sera très faible, voire nul, dès les premiers kilowattheures produits. Et enfin, c'est une filière très dynamique sur le plan économique, avec des perspectives de création d'emplois et de retombées industrielles sur les territoires. Pour toutes ces raisons, l'ensemble des acteurs impliqués dans cette filière
Professionnels comme élus de la majorité des régions littorales ont exprimé une ambition commune dans le but de convaincre le gouvernement de relever les objectifs prévus dans le projet de PPE. Notre demande vise à attribuer chaque année, dans la première période de la PPE, c'est-à-dire jusqu'en 2025, au minimum 1000 MW par an. Cette augmentation des volumes se concrétisera par le lancement de 2 appels d'offres supplémentaires par rapport au projet proposé par le gouvernement. J'en viens aux technologies qui émergent. L'éolien flottant, pour commencer. Les avantages de cette technologie sont en tout point similaires à ceux de la technologie posée, et nous pouvons être assurés que les progrès en matière de compétitivité seront plus rapides que ceux escomptés il y a quelques années encore. Nous sommes aujourd'hui bien au-delà des projections annoncées il y a à peine 5 ans, et la technologie de l'éolien flottant connaîtra une même trajectoire de baisse des coûts, à n'en pas douter. La France dispose d'avantages technologiques dans cette filière. Nous disposons en effet de plusieurs industriels très bien positionnés sur la technologie du flotteur et des ancrages, qui seront capables de faire valoir un avantage comparatif donc, dans la compétition internationale et sur les marchés à l'export. En 2018, 2 prototypes d'éoliennes flottantes ont été mis à l'eau. Ils seront suivis de fermes pilotes qui nous permettront d'acquérir, là aussi, une expérience très utile pour la suite du développement de la filière. Grâce à elle, un grand nombre d'entreprises se mobilisent en Bretagne, en Occitanie, en région Sud-PACA et dans d'autres régions, et anticipent les réponses aux besoins émergents de la filière. Ces éléments, combinés au fait que près de 80% des équipements sont identiques à ceux de la filière éolien posée, devraient permettre à l'éolien flottant de suivre, avec quelques années de décalage, une courbe de baisse des coûts similaire à celle observée sur l'éolien posé. Pour toutes ces raisons, et pour garantir un développement industriel pérenne et territorialement équilibré de l'éolien flottant, la profession et les régions littorales concernées souhaitent le lancement de 3 appels d'offres supplémentaires par rapport à la proposition du gouvernement, et donc notamment d'engager d'ici 2025 un appel d'offres de 250 MW dans chacune des 3 régions, complété 2 à 3 ans plus tard par une tranche de 500 MW également dans chacune des 3 régions. L'hydrolien et les autres énergies marines renouvelables. Là aussi, un long chemin a été parcouru. Depuis plusieurs années, d'importants investissements publics et privés ont soutenu les activités de recherche et développement autour de ces technologies, hydrolien, énergie houlomotrice, énergie thermique des mers, etc. Et dont certaines ont réalisé avec succès la conception de prototypes et la mise à l'eau de démonstrateurs à échelle et en conditions réelles. Les réalisations et l'expérience de la filière de l'hydrolien progressent de plus en plus. Pour preuve, en France, en l'espace des 10 derniers mois, donc depuis octobre 2018, une ferme hydrolienne pilote fluviale a été installée sur le Rhône et 3 démonstrateurs d'hydroliennes marines différents ont été immergés et connectés au réseau électrique avec succès à Ouessant, à Étel et à Paimpol-Bréhat. L'ensemble de ces machines ont été conçues, réalisées en France, preuve que nous disposons de PME et d'acteurs français très innovants. La prochaine étape doit être celle de la phase de démonstration pré-commerciale au travers de fermes pilotes. Cette étape devrait pouvoir bénéficier des fonds des investissements d'avenir, mais aussi de financements européens. Plusieurs outils seront disponibles dans le prochain budget européen afin d'apporter une aide à l'investissement ou au dérisquage financier des projets. Dans le cadre du projet de PPE, le CER souhaite voir maintenues des perspectives de développement de l'hydrolien et des autres énergies marines à l'horizon 2028, ceci notamment afin de ne pas compromettre
les investissements qui sont en cours pour le développement industriel et technologique des acteurs de ces filières, et en particulier de l'hydrolien. À l'horizon 2028, la PPE doit pouvoir engager le développement de quelques projets à hauteur d'une centaine de mégawatts, évidemment, sous conditions de prix et de retour d'expérience technologique. En conclusion, les technologies énergie marine renouvelable ont connu ces dernières années et connaîtront encore des progrès spectaculaires, techniques et économiques. Mais pour encore améliorer la compétitivité des énergies marines renouvelables, une autre marge de progrès est de réduire la durée des procédures d'autorisation et de traitement des recours. Le syndicat des énergies renouvelables a toujours été force de proposition pour simplifier et fluidifier ces procédures. Cela reste un de nos grands chantiers à venir. Nous devrons nous inspirer des améliorations apportées au cadre de l'éolien terrestre. Nous ne nous interdisons aucune réflexion et nous pensons notamment que les recours sur les projets énergie marine renouvelable pourraient être traités en premier et dernier ressort par le Conseil d'État. Donc les chantiers qui sont devant nous, c'est finaliser un projet de PPE beaucoup plus ambitieux, c'est réduire la durée de développement des projets pour en réduire le coût notamment. Et donc le sujet de ces assises nous permettront de revenir plus en détail sur toutes ces ambitions donc portées par le CER. Je vous souhaite une bonne après-midi de travail. Merci Monsieur Bal. Patrice Vergrit, je vous en prie. Monsieur le Président du syndicat des énergies renouvelables, Monsieur le conseiller régional, cher Frédéric, chers congressistes, je tenais à être présent parmi vous en ce début d'après-midi, tout simplement pour vous souhaiter la bienvenue à Dunkerque et également pour remercier le syndicat des énergies renouvelables d'avoir fait ce choix de Dunkerque pour tenir ces 6e assises nationales. Mais Monsieur le Président, vous n'allez pas le regretter. On ne regrette jamais de venir à Dunkerque. C'est toujours un moment un peu particulier. D'abord parce que vous verrez, vous y trouverez une population accueillante et chaleureuse. Certes, vous n'êtes pas présent comme vous étiez venu aux assises de la transition énergétique durant la période carnavalesque, mais même en dehors de la période carnavalesque, vous verrez que les Dunkerquois savent accueillir. Et puis surtout, parce que Dunkerque est au cœur des enjeux que vous allez développer et plus largement au cœur des enjeux de la transition énergétique. Alors, l'histoire de Dunkerque, vous la connaissez, cette ville rasée au cours de la Seconde Guerre mondiale a trouvé un nouveau destin dans les années 50-60, le destin d'un grand bassin industriel français fondé d'abord sur les énergies fossiles. Dunkerque est devenu, au cours de cette deuxième partie du XXe siècle, la première plateforme énergétique d'Europe et un territoire marqué par la grande industrie et la production d'énergie. Il ne faut pas rappeler ici que nous sommes le territoire d'accueil de la plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentale. Et le pari de ce territoire dunkerquois, aujourd'hui, c'est de basculer dans la modernité, de basculer dans le XXIe siècle et de faire de la transition énergétique non pas une contrainte, mais une opportunité pour développer un écosystème industriel, économique, qui puisse incarner l'avenir. Évidemment, beaucoup de politiques publiques aujourd'hui sont développées dans cette perspective. Vous avez cité l'appel d'offres, évidemment, pour l'éolien offshore, qui devrait bientôt trouver, non pas sa conclusion, l'appel d'offres si, mais en tout cas peut-être le début d'une aventure. En tout cas, on devrait bientôt connaître le consortium lauréat. J'aime à rappeler que cet appel d'offres a avant tout été souhaité par la collectivité locale. C'est la communauté urbaine de Dunkerque, avec le grand port maritime, je salue Daniel Descottes, avec la Chambre de commerce et d'industrie, qui sont montés au créneau pour obtenir ici, à Dunkerque, l'implantation d'un champ d'éoliennes offshore. Parce que nous souhaitions précisément basculer dans une économie qui puisse être une économie de l'avenir, parce que nous ne souhaitions pas nous résigner
à l'idée d'être un site de production énergétique du XXe siècle et qui oublierait l'avenir. Donc effectivement, l'éolien offshore, c'est un enjeu pour le territoire dunkerquois, c'est un enjeu de filière, c'est un enjeu de débouché, une fois la production d'énergie renouvelable réalisée sur le territoire. Et puis, ça ne se limite pas à l'éolien offshore. Nous sommes en train de développer actuellement, et notamment sur le site du Grand Port Maritime, mais nous l'envisageons bien au-delà, le solaire, le développement des énergies solaires. Nous sommes pionniers ici sur ce territoire sur la question de la récupération de la chaleur fatale des industries. C'est dès les années 80 que nous avons ici le premier réseau de chaleur et nous sommes en train d'engager aujourd'hui le projet de doublement de ce réseau de chaleur. Le territoire dunkerquois, c'est aussi la multiplication d'un certain nombre de projets d'économie circulaire. C'est le développement de la filière hydrogène. Vous avez forcément en tête le projet GRID. C'est aussi, depuis peu, l'expérimentation de la captation du carbone sur notre site sidérurgique ArcelorMittal. Donc, l'écosystème industriel local a fait le choix, un choix collectif partagé par les acteurs publics et privés sur ce territoire, d'investir massivement dans la transition énergétique et de se situer dès l'avenir. Mais si vous avez aussi le sentiment d'être un peu chez vous, au syndicat des énergies renouvelables, c'est peut-être aussi cette idée que nous n'avons pas voulu simplement nous limiter à l'écosystème industriel. Nous avons voulu faire de l'ambition de transition énergétique aussi une ambition pour la population. Et ce n'est pas un hasard si, à Dunkerque, vous êtes dans la capitale européenne du transport public gratuit. Je pense que vous l'avez peut-être testé entre la gare et le Cursal, mais c'est aussi une fierté d'avoir propulsé ce débat sur la gratuité de la mobilité collective à l'échelle nationale. Je vois d'ailleurs qu'un certain nombre de métropoles, un certain nombre d'agglomérations sont en train de se saisir de ce débat. Tant mieux. C'est aussi le territoire qui a peut-être développé le plus avant les aides à la population pour justement améliorer la question de la consommation énergétique. Donc ici, sur ce territoire, non seulement avec les acteurs économiques, nous avons souhaité développer un écosystème industriel du XXIe siècle, mais en plus, nous avons voulu entraîner l'ensemble de la population dans cette ambition générale. Et c'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, que c'est la collectivité locale qui a été à l'initiative de l'accueil d'un champ d'éoliennes offshore ici à Dunkerque. Voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent congrès, d'excellentes réflexions. Je ne peux que souhaiter que les 7e, les 8e, les 9e, les 10e assises se passent encore à Dunkerque. Vous serez en tout cas toujours les bienvenus. Merci à vous. Merci, merci Monsieur le maire. Monsieur Frédéric Néhous, je vous en prie, prenez place au pupitre. Merci, bonjour à toutes et tous. Et Monsieur le Président, Monsieur le maire, cher Patrice, c'est toujours beaucoup de plaisir à nous retrouver ici. Finalement, comme vous l'avez rappelé, Dunkerque devient le haut lieu, presque la capitale de la transition énergétique, si on y croit la multiplication justement de ces événements et de ces assises nationales. En tout cas, beaucoup de plaisir à nous retrouver ici, effectivement, aussi à venir vous exposer un peu la position de la région sur toutes ces questions-là. Elle génère des débats, hein, des débats vifs aussi par moment, au niveau national en tout cas. Comme vous le savez, la région de France est engagée déjà depuis plusieurs années sur le chemin de la transition énergétique, sur le chemin de REV 3, hein, une dynamique collective inspirée de la troisième révolution industrielle de Jeremy Rifkin, comme vous le savez. On poursuit donc l'objectif de parvenir à effectivement une économie décarbonée, ou en tout cas moins carbonée et au plus vite, et d'embrasser plutôt que de subir les nécessaires mutations écologiques et économiques pour créer de nouvelles activités plus respectueuses de territoire. Patrice Vergrit vient de le rappeler au travers de différents exemples locaux. Alors dans le cadre de ce grand projet REV 3, bien sûr, la région de France souhaite y tenir sa part, toute sa part, et souhaite généraliser, amplifier le développement des moyens de production d'énergie renouvelable en faveur du développement des territoires d'accueil et de la création d'emplois locaux. Il faut insister sur ce côté emploi, création d'emplois aussi. Il y aura des effets, bien évidemment, toute mutation entraîne des impacts, des effets induits sur l'emploi, mais aussi génère d'autres choses, et notamment, je tiens à rappeler une étude qui a été menée par la région avec l'ADEME et avec la mission REV 3 de Philippe Vasseur, montrant tout le potentiel qu'ont justement toutes ces énergies renouvelables ici dans la région, en Hauts-de-France,
à l'horizon 2040-2050. C'est des dizaines de milliers d'emplois qui peuvent être, en tout cas, être considérés au moins comme potentiels. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se faire, on ne va pas faire des promesses à ce niveau-là, il y en a d'autres qui s'y sont cassés les dents. Mais en tout cas, ça mérite d'être creusé et d'être étudié. Une localisation de l'économie des énergies renouvelables, en somme. Pour ce qui est de la région Hauts-de-France, une feuille de route en matière d'énergie a été votée en 2018. On a voté notre mix énergétique l'année dernière et je rends hommage ici à Philippe Rappeneau, mon prédécesseur, qui avait porté ce sujet-là. Vous savez qu'il y tenait particulièrement et j'ai eu à la fois la lourde charge et l'honneur de me voir transférer et récupérer ces délégations par le président Xavier Bertrand. Et voilà, mais on tiendra toute notre place et on va continuer d'avancer par rapport à tout ce qu'il avait annoncé en la matière. Nous allons donc accroître et adapter l'appui aux filières régionales au plus près des besoins. Et nous avons mis en place, d'ailleurs, à ce titre, Patrice Vergrit l'a rappelé, plusieurs comités thématiques d'acteurs publics et privés. Il faut travailler tous ensemble, comme le COREI, qui est le soutien au réseau électrique intelligent, le CORESOL, vous avez parlé de solaire, qui réunit tous ces acteurs, le Corbi sur la méthanisation, mais des projets aussi en la matière, et puis il y en a encore d'autres qui vont pouvoir être créés. On pense à l'hydrogène notamment, puisqu'on va travailler beaucoup, et on sait qu'ici Dunkerque est vraiment moteur, sans jeu de mots, sur cette question-là, et en tout cas beaucoup de choses qui vont se faire. Mais nous allons également aider les entreprises, les particuliers, les collectivités à développer leur autonomie énergétique en fonction des potentialités de chaque territoire. J'insiste là-dessus, les potentialités de chaque territoire. Vous avez parlé de PPE tout à l'heure, on n'est pas dans l'injonction, comme c'est le cas malheureusement un peu trop souvent avec la PPE, c'est un peu jacobin quand même comme système. Et nous, au niveau de la région de France, nous considérons que chaque territoire a son potentiel propre, nous les respectons, nous accompagnons leurs choix. Je parlais un petit peu d'éolien tout à l'heure, d'éolien offshore sur cette question-là justement. Et nous croyons beaucoup, en fait, nous, à la régionalisation énergétique. Et on souhaiterait effectivement que la PPE, que l'échelon, on va dire, national, écoute, concerte, dialogue beaucoup plus avec les territoires et s'appuie à la fois sur leurs besoins, sur leurs choix aussi, qu'ils les respectent, ces choix. Je vous disais tout à l'heure qu'on a voté notre mix énergétique. Il prend certaines options, il en écarte d'autres. Et on souhaite vraiment qu'au niveau des pouvoirs publics nationaux, ce choix soit pleinement respecté. Dans le cadre de cette feuille de route, je tiens à rappeler, par exemple, on parle de choix à respecter, que la région souhaite stopper la production éolienne et l'implantation éolienne, je parle en terrestre. Là, cette fois, on fournit grosso modo 30% de la production électrique éolienne nationale. On estime qu'on a notre dose dans les Hauts-de-France, un petit peu aux autres de s'y mettre, et que nous, en tout cas, on a atteint le seuil d'acceptabilité et de tolérance ici sur notre territoire. Pour les éoliens offshore, c'est un petit peu différent. Moi, je rappellerai simplement que, mais vous avez insisté là-dessus, monsieur le maire, on ne soutiendra en fait que les projets qui pourraient être territorialement acceptés. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on travaille sur l'acceptabilité entre tous les acteurs. Il ne suffit pas de le dire, monsieur le président, effectivement, on parle des pêcheurs, on parle du tourisme, la filière de tourisme, etc. Tout autant de filières que la région soutient, accompagne financièrement, fortement d'ailleurs, et il faut qu'on travaille effectivement à ces questions d'acceptabilité. Alors ça ne vaut pas simplement pour cette question-là, je crois que ça vaut pour la méthanisation, ça vaut pour l'éolien terrestre, etc. Il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. On ne doit pas avoir une vision un peu trop jupitérienne des choses sur l'implantation de ces énergies dans les territoires. Ça peut poser un certain nombre de problèmes, et il y a un certain nombre de problèmes. Les énergies marines, de façon globale, comme vous le savez, sont présentes dans la région. On est la deuxième région française en termes de chiffre d'affaires généré par les EMR, il faut le rappeler. On est la 6e région aussi en France sur les emplois créés par cette filière-là. C'est important de le rappeler également. Ça doit être densifié effectivement. Et on a de nombreuses sociétés régionales ici en Hauts-de-France qui sont dotées d'un réel savoir-faire, on pourrait même dire d'une expertise, d'une excellence en la matière. Conception, essai d'hydroliennes à membrane ondulante, design, installation de parcs photovoltaïques flottants, production de tôles fortes en acier, logistique portuaire, ça t'intéresse fortement Dunkerque ici, transport multimodal en colis lourds, chantier de réparation, etc. On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux à développer ces filières chez nous, développement économique et l'emploi, j'en ai parlé tout à l'heure, j'insiste lourdement là-dessus, parce que finalement, c'est un élément moteur absolu dans ces questions-là, mais aussi la formation,
l'apprentissage, la recherche, la maintenance, le développement, l'innovation, le développement portuaire, bien évidemment ici, politique énergétique, bien évidemment, et l'économie maritime, mais aussi l'économie littorale. Et je crois qu'il faut qu'on puisse aborder toutes ces questions-là. Et le potentiel énergétique de ces énergies marines renouvelables est donc particulièrement important ici, en Hauts-de-France, et il fera une composante importante, primordiale dans notre mix énergétique régional. Et la région entend bien sûr accorder toute sa place à leur déploiement dans notre région, dans le respect des usages existants et des territoires concernés et de leur volonté. Alors, cette production pourrait être non négligeable à l'avenir, bien évidemment. Vous avez rappelé les chiffres, Monsieur le Président, tout à l'heure. Il y a des vrais potentiels là-dessus. Il faut aller chercher le moindre kilowattheure possible partout où on peut atteindre nos objectifs. On s'est fixé des objectifs au niveau européen, au niveau national, au niveau régional. Et les énergies marines renouvelables permettront d'apporter leur part justement à l'atteinte de ces objectifs. Ça permettra de dynamiser aussi nos territoires, de leur donner une autre image aussi, vous l'avez rappelé, monsieur le maire de Dunkerque, et on ira donc les chercher dans le cadre d'une feuille de route sur les énergies marines renouvelables régionales que le président Xavier Bertrand m'a commandé et que nous sortirons là aussi à l'automne de cette année, on l'espère. Donc on met les bouchées doubles quand même pour y arriver là-dessus, pour qu'on puisse véritablement sortir cette feuille de route sur les EMR ici en Hauts-de-France à horizon de cette fin de l'année. Cette feuille de route, nous souhaitons la co-construire avec les acteurs de terrain, bien évidemment, acteurs économiques, acteurs privés, les collectivités également. Tout le monde sera mis un petit peu dans le même système, dans le même fonctionnement que nous avons mis en place pour la filière hydrogène, de façon à construire tous ensemble cette feuille de route pour demain, sur lesquelles on s'appuiera également sur le marémoteur, l'hydrolien, la thalassothermie, le houlomoteur, la biomasse algale, etc. Il y a tout un tas de projets ici dans cette région. On a aussi des entreprises innovantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont positionnées sur ces sujets-là. On doit accompagner tout le monde, écouter tout le monde, bâtir une feuille de route qui soit une vraie ambition en fait pour notre région. Nous mettrons en place également un collectif d'acteurs publics-privés. Je parlais tout à l'heure du Coresol, du Corbi. On mettra en place le même type de collectif public-privé à tout niveau avec les collectivités ici sur le territoire pour travailler justement et accompagner au fur et à mesure la mise en œuvre de cette feuille de route, parce qu'il ne suffit pas simplement d'écrire une feuille de route, il faut la mettre en œuvre après. On a l'habitude de tous ces fameux plans que les uns ou les autres peuvent sortir à un moment ou à un autre. Il faut les rendre absolument opérationnels et c'est ensemble qu'on veut le faire. Avec la région, en tout cas, c'est la position qu'on a décidé à ce niveau-là, c'est travailler véritablement sur les territoires avec les acteurs de territoire, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, pour mettre en place tout cela ensemble. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je terminerai simplement sur le fait de rappeler aussi le plaisir que la région a travaillé ici, bien sûr, avec Dunkerque, avec la communauté urbaine de Dunkerque, aussi sur ces questions-là, sur l'hydrogène, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi sur d'autres territoires, sur les projets de thalassothermie, sur d'autres projets véritablement liés ici à la mer et qui peuvent nous apporter véritablement une excellence à l'avenir sur ces questions-là. On a plusieurs autres projets sur lesquels on est en train de travailler également. Je parle de Île Énergie, on peut parler d'Aquaneur, on peut parler de Ciel et Terre, on peut parler de Tidal Lagoon, etc. On s'intéresse à tout ce qui passe, à tout ce qui nous est présenté de façon à construire quelque chose véritablement de solide, d'innovant. Je veux dire quand même cette terre ici, on est certes en Hauts-de-France, mais on est aussi dans le Nord-Pas-de-Calais. On a l'image véritablement de ces énergies fossiles, l'énergie du passé, c'est le pays du charbon, là, ici. Quel plus beau symbole serait pour notre région d'être véritablement la région de l'avenir sur ces questions-là et d'être particulièrement innovant en matière de transition énergétique. Et je crois que c'est le défi qu'on veut tous relever, vous l'avez rappelé les uns et les autres, et la région de France, ici, retiendra toute sa place véritablement pour ça. Je rappellerai simplement, et là je conclurai là-dessus, un nouveau message, je le répète encore, vis-à-vis de l'échelon national, l'échelon décideur sur ces questions énergétiques, que ce qu'on souhaiterait véritablement, c'est que dans la mesure où on a cette responsabilité aussi de mise en place et de réalisation de notre mix énergétique, qu'on en ait véritablement les moyens et qu'il y a des réflexions à amener au niveau national sur ces sujets-là. Alors,
porte sur la PPE, bien évidemment, en lui donnant aussi des orientations et des moyens pour permettre de nous accompagner justement sur la réalisation de ces objectifs, sans plomber certaines filières. On peut penser à la méthanisation, par exemple. Mais en tout cas, moi, je crois beaucoup et j'appelle à un acte 3 de la décentralisation qui serait un acte de décentralisation énergétique de façon à nous donner, au regard de nos responsabilités, de nos spécificités de territoire, les moyens de véritablement mettre en œuvre cette transition énergétique et en s'appuyant sur nos excellences et en particulier les énergies marines. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de bonnes assises, de bons travaux sur toutes ces questions-là. Et comme vous l'avez entendu, vous voyez que nos collectivités ici, alors c'est la CUD, c'est la mairie de Dunkerque, mais c'est aussi la région, on sait répondre présent sur ces enjeux-là. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Nious. Merci à vous, messieurs.